Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour parler fin de saison, pour faire les bilans de cette fin de saison 2022 de cyclisme. Et on va commencer par un top 10. On en aura quand même quelques-uns des top 10 en cette fin de saison sur la chaîne. Et on commence avec mon top 10 des coureurs français de la saison 2022, qui a bien marché, qui a été en difficulté, qui n'a pas été performant. Et voilà, on verra ceux qui ont été un petit peu en dessous d'habitude. Classement assez inédit voilà, de ce top 10, donc des meilleurs coureurs français de l'année 2022. Il y a peut-être des petites surprises. Il y a des coureurs qui sont quand même là. Donc top 10 et plus des mentions honorables. J'ai fait comme un site bien connu international. Bon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord. N'hésitez pas à mettre également votre propre top 10 dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça c'est très important. Et de rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Premier top 10, donc les coureurs français, plutôt une année intéressante du côté des Bleus avec des nouvelles têtes qui sont arrivées, pas mal de jeunes coureurs qui ont été performants, des coureurs qui ont confirmé, 2-3 coureurs qui ont été quand même un peu plus en difficulté que d'habitude. Eh bien, on va voir tout ça avec ce top 10 et qui dit top 10 dit qu'on va commencer par le candidat numéro 10. Candidat numéro 10, oui, on n'est plus à une erreur de français près. Hein. Le numéro 10, c'est Mathieu Burgodeau. Mathieu Burgodeau, qui est le 10e coureur de cette liste. Et ben, ça fait partie des nouvelles têtes de cette année 2022 du côté des Français. Avec un coureur qui a été vraiment bon, notamment sur la première partie de saison. Je pense notamment à l'Étoile de Bessèges qui finit à la 5e place en prenant la 5e place de la première étape, la 4e place de la deuxième étape, et puis aussi 10e de la Drôme Classique, 13e de la Classique de l'Ardèche, vainqueur de l'étape d'Aubagne sur Paris-Nice, 6e du classement général par points sur cette même course. Et puis il y a eu cette première chute du côté de la Classique Loire-Atlantique, où il se retrouve indisponible pendant 2 mois, ce qui casse un petit peu cette dynamique du début de saison. Et puis il y aura une deuxième chute également en tout début de Tour de France, une chute également lors des championnats de France qui vont également casser un petit peu sa dynamique qui était bien partie sur la première partie, sur la première moitié de saison. Il fera quand même une bonne Arctic Race of Norway, 2e du Tour du Doubs, également 11e de la Bretagne Classique, c'est-à-dire qui était dans le groupe Wout van Aert qui s'est joué la victoire. Je trouve que la saison est intéressante du côté de Mathieu Burgodeau. 3e saison du côté de Total Direct Energy. Et là, on a enfin vu un petit peu le potentiel, 4e même saison chez Total Energy. Et on a enfin vu un petit peu le potentiel du coureur français. C'est vrai que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas eu de grands résultats. Et il a fait une très belle année 2022. Il avait jusqu'à maintenant pris seulement la 3e place de la Coppa Sabatini, c'était l'année dernière. Et 3e des boucles de l'Aulne. Et bien cette année ça a été vraiment très bon, notamment sur Paris-Nice, sa victoire sur Paris-Nice qui est vraiment impressionnante, où il part seul. Voilà, il fait une quinzaine de kilomètres dans le final. Je trouve qu'il est devenu dans cette année 2022 l'un des meilleurs punchers français. Donc on attend de voir ce que ça va donner dans les mois et l'année prochaine. Il faudra confirmer pour Mathieu Burgodeau, mais je trouve que son année 2022 est très intéressante. Vraiment, il y a eu des très très bonnes choses pour Mathieu Burgodeau. Donc voilà, très satisfait de sa saison. On passe au coureur numéro 9. Coureur numéro 9, Bryan Coquard. Et pourquoi Bryan Coquard ? Là aussi, on est sur un coureur intéressant cette année, qui je trouve a vraiment fait du bon travail. Bryan Coquard, qui est de retour surtout au niveau Bryan Coquard. Et c'était pas gagné en début de saison, on le voit arriver, plusieurs années
compliqué chez Vital Concept, une dernière année chez Direct Energy qui n'avait pas été exceptionnelle non plus. Et on l'attendait un petit peu au tournant quand même, Brian Cocard. On attendait de savoir qu'est-ce qu'il va réussir à faire, Brian Cocard. Est-ce qu'il va retrouver son niveau d'antan de l'époque Europcar, de ses premières années chez les professionnels? Est-ce qu'il arrivera à s'en sortir? On ne savait même pas qu'il serait sprinter numéro 1 parce que avec Walscheid, avec Chimolai, on ne savait pas trop quelle serait la hiérarchie chez Cofidis. Et il a prouvé, grâce à ses résultats en début de saison, qu'il était de retour, notamment grâce à sa victoire sur l'étoile de Bessèges dès son 3e jour de course, avec cette bagarre avec Mats Pedersen assez impressionnante. Et puis il y aura également la victoire à Manosque lors de l'étape numéro 2 du Tour de la Provence. Il y aura également 2 top 3 sur le Tour de l'Algarve. Vraiment un gros début de saison. Une 2e place du côté de Paris-Nice et une 5e place sur l'étape 6 de Paris-Nice également. 2e de la Route Tourangelle. C'est vrai qu'il a fait pas mal de Coupes de France aussi où il a marqué des points. Brian Cocard, un mois d'avril un peu plus compliqué, avril-mai, un peu moins de résultats. Le Tour de France, il ne peut pas le faire, Covid, mais la Vuelta est quand même pas mal, notamment avec cette 2e place, là encore derrière Mats Pedersen. Sur le Tour de Suisse, 2e également de l'étape numéro 3 derrière Peter Sagan, 10e du circuit franco-belge également cette année, et puis grosse fin de saison, 3e de Paris-Bourges, vainqueur du Tour de Vendée devant Arnaud Démare, 7e du Omloop Van Het Outland. Donc voilà, il y a eu des bons résultats. Je pense que c'est une belle année de retour. C'est un beau comeback pour Brian Cocard cette année. Eh bien, on espère que ça sera pareil l'année prochaine. Peut-être en faisant un peu plus d'épreuves World Tour, on sera moins à la course au point l'année prochaine pour l'UCI. Puis le barème doit changer, le barème des points UCI. Donc peut-être que ça permettra d'éviter cette guerre sur les Coupes de France où c'est vrai que il a été un petit peu frustré, Brian Cocard, de faire beaucoup de Coupes de France et de ne pas faire beaucoup d'épreuves World Tour. Mais je trouve que vraiment il a fait une belle saison. Et pourtant sa Vuelta est pas fantastique, mais il arrive à la sauver avec cette 2e place et cette 4e place à Breda. Également comme je le disais en début de saison, il fait vraiment un très gros mois de février jusque début mars. Après, ça a été un petit peu plus compliqué au niveau des résultats, mais voilà, je trouve qu'il y a vraiment des très très bonnes choses du côté de Brian Cocard. 78 jours de course également, il a fait vraiment une saison complète. Et puis on l'a senti à l'aise également avec le train et les coureurs qu'ont pu lui fournir la Cofidis, même s'il y a encore du travail, mais on a senti un Brian Cocard retrouvé par rapport à la fin de sa période BNB Hotel où c'était quand même très compliqué, on va pas se mentir, pour Brian Cocard. On passe au coureur numéro 8. Du côté du coureur numéro 8, et ben là encore un coureur qu'on a retrouvé à son meilleur niveau, qui a changé de nationalité pendant l'hiver, enfin surtout au moment de l'arrivée de l'armée russe en Ukraine, et bien de l'invasion même de l'armée russe en Ukraine, et bien c'est Pavel Sivakov qui fait une belle saison, notamment victoire sur le Tour de Burgos où il a été impressionnant sur l'étape de Villarcayo, où vraiment il revient sur les échappées. Bastien Trochon, 3e à Lagunas d'Enela pour remporter cette course, 2e de la Classica San Sébastien derrière l'ogre Remco Evenepoel. Également plusieurs top 10 sur la Vuelta, sur le Tour d'Espagne avant son abandon pour cause de Covid, notamment un très bon contre-la-montre du côté d'Alicante. Il a fait un sacré travail lors des championnats du monde. Voilà, il a énormément roulé, il a fait un gros travail d'équipier sur la course des championnats du monde à Wollongong. Sur le Tour d'Italie, énorme travail d'équipier également pour Richard Carapaz, où il s'est sacrifié. 10e du Tour des Alpes, 9e du Tour de la Communauté de Valence. Là aussi, on a retrouvé un petit peu le Pavel Sivakov qu'on avait connu en 2018-2019 et qui avait eu des résultats vraiment en demi-teinte depuis ce début de Tour de France
Depuis ces chutes sur le Tour de France 2020, on se souvient de l'étape de Nice où il était tombé à 3 reprises. Et c'est vrai que depuis ce moment-là, on l'avait vu beaucoup moins bon, beaucoup moins présent aux avant-postes du côté de Ineos. Parfois relégué vraiment à un rôle d'équipier, on va dire presque lambda, alors que c'est un coureur, on connaît le potentiel de Pavel Sivakov. Et puis, alors je ne sais pas si c'est le changement de nationalité, je ne sais pas si c'est tout simplement qu'il a passé une bonne intersaison. Est-ce que c'est aussi le fait que avec le fait qu'Egan Bernal ait quasiment fait une saison blanche, eh bien on se retrouvé dans une situation où Pavel Sivakov s'est dit j'ai peut-être ma chance, notamment sur la Volta en fin de saison. Enfin voilà, il a je trouve très bien couru et c'est vrai que la confirmation sur le Tour de Burgos où il a été excellent, Pavel Sivakov sur cette course, notamment où il fait quand même un sacré numéro sur l'étape de Villars-Caillaux quand il récupère Bastien Trochon et s'est échappé. Où il part à 50 km de l'arrivée, 60 km de l'arrivée, je ne sais plus, sur cette étape-là, enfin vraiment impressionnant. Et il a bien confirmé Argunas d'Enea. Et puis encore une fois, le Tour d'Italie, énorme travail d'équipier également pour Carapaz. Ça a été le lieutenant de Richard Carapaz et c'est, je pense, sur le Tour d'Italie où il a compris qu'il était de retour, peut-être même un petit peu avant sur le Tour des Alpes, où il a été assez impressionnant, il faut le dire. Pavel Sivakov. Et on passe tout de suite au prochain coureur. Nouveau coureur, c'est Thibaut Pinot. 32 ans, Thibaut Pinot, et toutes ses dents. Et 2 victoires cette année sur des belles épreuves. Une victoire d'étape sur le Tour des Alpes, une victoire d'étape sur le Tour de Suisse. On a un peu retrouvé Thibaut Pinot. Alors, c'est pas le Thibaut Pinot, encore une fois, qui faisait deuxième du Tour de France ou qui gagnait le Tour de Lombardie. Mais on a retrouvé un Thibaut Pinot avec un niveau tout à fait correct, tout à fait honorable, je dirais, ce niveau de Thibaut Pinot. Et c'était là aussi pas gagné, avec une saison l'année dernière où il était revenu, mais sans grand résultat. Il avait fait qu'une demi-saison, très peu de jours de course. Il faut se souvenir de Thibaut Pinot à cause des problèmes de dos du Tour de France 2020, une saison 2021 qui n'avait pas été évidente, avec quasiment 6 mois sans courir. Et puis il est revenu. Au départ, je dirais presque timidement, 11e de l'étoile de Bessèges, c'était pas incroyable. Mais j'avais dit au moment de l'étoile de Bessèges, je vous avais dit, je ne suis pas inquiet, et je l'ai dit à plusieurs reprises, je ne suis pas inquiet. Thibaut Pinot est plutôt quelqu'un qui n'est pas très performant en début de saison, c'est plutôt un moteur diesel. Et c'est vrai que je suis assez content parce que je ne me suis pas planté là-dessus, comme avec Christophe Laporte. Et je trouve que il a été vraiment très performant. Et c'est vrai qu'il y a eu un vrai déclic au moment du Tour des Alpes. Le déclic, il est là, quand il remporte cette étape à Linz, où dans des conditions de pluie effroyables, les conditions climatiques sont catastrophiques. Et c'est David Delacroix, je crois, du côté d'Astana, qui est avec lui pendant une partie de l'étape. C'est ça. Et où il va réussir vraiment à sortir dans le final. Et à être impressionnant sur cette étape-là, à le battre au sprint, même s'il y a encore des choses à travailler, notamment les descentes. C'est vrai que en fait, on a retrouvé l'ancien Thibaut Pinot au niveau des descentes, celui qui est un petit peu tendu dans les phases de descente, mais sa victoire d'étape à Malbin sur le Tour de Suisse, ça l'a fait du bien dans des conditions climatiques où il faisait extrêmement chaud à Malbin, pour ceux qui s'en souviennent. Il arrive à sortir dans le final sur une montée où il démarre pas très très bien, cette montée finale, où il part avec un temps de retard et puis il arrive à revenir à ramasser les morts les uns après les autres. Il lâche Shevchenko, il remonte sur Oscar Rodriguez qui était parti devant lui, et puis il arrive à le dépasser et puis il lui colle 25 secondes en 2 km. Là aussi, ce jour-là, c'est assez impressionnant. Ce qui est dommageable avec Thibaut Pinot, c'est que sur les grands tours, que ça soit le Tour de France ou le Tour d'Espagne, le niveau de performance n'a pas été aussi bon.
Sur le Tour d'Espagne, ça a été inconstant. Sur le Tour de France, ça a été très compliqué, je trouve. 3e de l'étape de Mende, mais jamais en mesure d'aller chercher Michael Matthews et Bettiol. 4e à Châtel, mais là aussi pas en mesure d'aller chercher le vainqueur ce jour-là, qui était Bob Jungels, si je ne me trompe pas. Voilà, et pas en mesure d'aller suivre également le Carlos Verona aussi, qui le lâche. Il lui en a manqué un petit peu sur le Tour d'Espagne aussi. Il en a manqué un petit peu, surtout en deuxième semaine. Mais encore une fois, 84 jours de course, c'est l'un des coureurs qui a le plus couru en World Tour. À un moment, ça a des conséquences sur la fin de saison et sur la fraîcheur physique. C'est vrai qu'il a fait un gros début de saison pour retrouver un minimum de confiance. Il avait besoin énormément de ça pour retrouver de la confiance, Thibaut. Et ça, c'est peut-être payé sur la fin de saison, mais ça veut dire que l'année prochaine, s'il arrive à faire une saison plus constante, en ayant la confiance qu'il a accumulée cette année, eh bien, peut-être que ça pourra faire vraiment un très très bon résultat l'année prochaine. Benoît Cosnefroy, 6e de ce classement. Benoît Cosnefroy, qui a confirmé son statut sur les classiques. Il a montré tout son talent sur les classiques. Mais le problème de Benoît Cosnefroy, on en a parlé à plusieurs reprises, c'est que c'est un coureur qui a un profil assez atypique. C'est pas forcément le meilleur sur les pentes au-delà de 8-9%. Il a vraiment un profil d'excellent puncher sur des pentes, je dirais, entre 5 à 6, 7,5%. 8%, au-delà de 8%, on voit les limites de Benoît Cosnefroy. C'est aussi un coureur qui n'est pas bon du tout sur les courses d'une semaine. Et sur les grands tours, c'est vraiment un coureur de classique. Peut-être à cause d'un problème de récupération, mais c'est vrai qu'il est pas très bon sur ce type de parcours-là. Par contre, sur les classiques, il a été très bon. 5e des Trois-Vallées Varézines, vainqueur du Grand Prix de Québec. Il a eu un rôle également sur les championnats du monde, qu'il ne devait pas faire au départ. 2e de l'Amstel Gold Race, 6e du Tour du Limousin, qui est une course où il est toujours présent. 2e également du circuit de la Sarthe, 2e de la Flèche Barbançonne, 3e de la Drôme Classique, 5e du Grand Prix cycliste de la Marseillaise également, qui est toujours une course animée en début de saison. Je trouve qu'il a confirmé le statut qu'on avait vu l'année dernière sur la Bretagne Classique, où il avait été impressionnant avec Julien Alaphilippe ce jour-là. Et il a été vraiment très bon. Sur l'Amstel, ça se joue à pas grand-chose. Et également sur le Grand Prix de Québec, où là, il est une jambe au-dessus de tout le monde sur cette course-là. Mais encore une fois, sur des pentes un peu moins élevées, c'est là où il est performant. On se souvient notamment qu'il est champion du monde du côté de Bergen, la côte du Saumon, où c'était pas des très gros pourcentages sur cette côte du Saumon, devant les Kemna, il faut s'en souvenir également ce jour-là. Mais je trouve qu'à 27 ans, il confirme le talent que l'on avait aperçu. Ça a mis un petit peu de temps parce que c'est vrai que c'est un coureur qui, je trouve, a mis du temps à confirmer. Il a mis du temps à passer du statut d'espoir à coureur élite. Je trouve que ça a mis un petit peu de temps. Par contre, depuis quelques années désormais, je trouve que le niveau de performance est vraiment pas mal. En 2020, il fait quand même 2e de la Flèche Wallonne aussi, faut se souvenir. 2021, vainqueur de la Bretagne Classique, vainqueur du Grand Prix de Québec également. L'année dernière, il avait fait une grosse razzia en Bretagne également. Sur pas mal de courses bretonnes, il avait été très très bon en ayant repris extrêmement tard, parce que pour ceux qui se souviennent, en 2021, il commence très tardivement à cause de problèmes de genoux. Donc voilà, un bon retour pour Benoît Cosnefroy, qui s'est marié, qui doit se marier et qui ne s'est pas cassé un bras lors de son... Comment on appelle ça ? Non, de son enterrement de vie de garçon. Contrairement à ce qui a été indiqué, il a bien eu la presse, comme quoi de temps en temps, il faut vérifier ses sources. Du côté de la presse, ne pas hésiter à appeler les équipes et ne pas se fier aux réseaux sociaux. Parce que moi aussi, je peux dire que je suis blessé sur les réseaux sociaux alors que j'ai rien. On peut dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas la véracité, c'est assez rare sur les réseaux sociaux. Le vrai et le vraisemblable, il faut toujours faire attention. Parce que pour se casser un bras sur un enterrement de vie de garçon, il faut que l'enterrement de vie de garçon, ça soit parti très très loin quand même. C'est un very bad trip un petit peu là, à ce niveau-là. Donc bon,
Les enterrements de vie de garçon, normalement, voilà, c'est pas à ce niveau-là quand même. Hein. Alors, à part si Benoît Cosnefroy est un énorme fêtard pour arriver à ce niveau-là sur les enterrements de vie de garçon. On passe tout de suite à la moitié de ce classement, au coureur classé position 5. Valentin Madouas, c'est lui qui est en 5e position de ce classement. Valentin Madouas, saison extrêmement complète, c'est peut-être le coureur français avec le coureur qui sera classé en première position dans ce classement, donc je ne vais pas vous le dire pour le moment, qui a fait la saison la plus complète cette année, à la fois présent sur les classiques de début de saison, à la fois présent sur les classiques pavés, à la fois présent sur les courses d'une semaine de fin de saison, sur les championnats du monde, à la fois présent sur le Tour de France avec un énorme rôle d'équipier pour David Gaudu. Ça a été la grande force de Valentin Madouas, c'est d'être présent sur beaucoup de terrains différents. 3e du Tour des Flandres, 3e du Tour de Luxembourg également, avec 2 victoires d'étape. Vainqueur également du Tour du Doubs, qui cette année était d'un bon niveau. 4e du Tour du Limousin. 10e du Tour de France en ayant eu un rôle hyper important pour David Gaudu. 7e du GP E3. 3e donc du Tour des Flandres. 14e de l'Amstel. Et pourtant sur l'Amstel, il avait eu un petit coup de moins bien, vainqueur du classement de la montagne de Paris-Nice. Et également 4e du Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Quand vous voyez qu'il a été performant de février à septembre, c'est assez impressionnant quand même pour Valentin Madouas. Il a fait vraiment une très grande saison, une saison tout à fait complète. Et on ne pouvait pas le mettre en dessous de 5e très clairement de ce classement, même si il y a eu des très bons coureurs cette année et des coureurs qui ont été performants. J'ai même hésité à le mettre 4e, vous verrez avec le coureur qui est en 4e position, car je trouve vraiment qu'il a fait une excellente saison, que ça a été le taulier, l'un des tauliers chez Groupama FDJ, avec Thibaut Pinot, avec Stephen Kung, avec Arnaud Démare, avec David Gaudu bien entendu. Il a fait partie vraiment des coureurs très importants de cette équipe Groupama FDJ pendant toute l'année. Et le travail d'équipier qu'il a effectué notamment lors de l'étape du Granon sur le Tour de France, mais également sur la dernière semaine du Tour de France où il a accompagné très souvent David Gaudu. Là aussi, il faut le souligner parce que certes, c'est un très bon coureur de classique. On l'a découvert coureur de classique flandrienne. On connaissait ses qualités sur des courses comme l'Amstel. Mais en plus, il a été encore une fois très bon en tant qu'équipier. Donc bravo Valentin Madouas, et qui a montré toute l'étendue de son talent. Et pourtant, j'avais eu des doutes quand j'avais vu Valentin Madouas, équipier, lieutenant de David Gaudu. Je m'étais dit, je sais pas trop ce que ça va donner sur les 3 semaines du Tour de France. Il a fait taire un petit peu mes critiques sur ce côté-là. On passe tout de suite au top 4. Top 4, un des tauliers du cyclisme français, Romain Bardet. Romain Bardet qui fait 6e du dernier Tour de France malgré une fatigue certaine, il faut le dire, à ce moment-là de la saison, alors qu'il était plutôt prévu qu'il joue le général sur le Tour d'Italie. Quand il abandonne le Tour d'Italie, il est 3e, il faut le rappeler, vainqueur du Tour des Alpes devant, en ayant fait une très très grosse dernière journée, avec 2 3e place, une 2e place sur ce Tour des Alpes. Également 9e de l'UAE Tour avec toujours une grosse concurrence sur cette course de début de saison. 12e de Tirreno Adriatico. Et sur le Giro, il fait une 2e place du côté du Blockhaus où il est impressionnant. Il se fait avoir par Gendé au moment du sprint. Et puis 6e du côté du Tour de France, également animateur des championnats du monde du côté de Wollongong, 8e du Grand Prix de Montréal, 9e du Tour de Lombardie où il est parti avec un petit temps de retard, mais de toute manière il n'avait pas la capacité pour aller chercher les coureurs de devant. Je trouve que c'est encore une saison tout à fait correcte, tout à fait honorable de la part de Romain Bardet, ce qui est
même très intéressant, on parlait de Thibaut Pinot, mais l'année dernière, Romain Bardet, il fait un peu une saison là, Thibaut Pinot, il y a des bons résultats, mais peut-être un petit peu inconstant. Cette année, beaucoup plus constant dans les résultats, c'est très prometteur, peut-être pour un Thibaut Pinot, de voir que voilà, un Romain Bardet a retrouvé un très bon niveau de conditions physiques. Moi, je trouve qu'il a été performant. Il y a une frustration énorme, c'est le Tour d'Italie, parce que moi, je pense que quand on voit le niveau de ce Tour d'Italie, il avait la capacité d'être sur le podium, mais voire mieux du côté de Romain Bardet. Moi, il me semblait que c'était le plus performant en montagne, qu'il était plus performant que Jay Hindley, plus performant que Richard Carapaz, plus en forme également que Richard Carapaz à ce moment-là. Après, on ne le saura jamais, hein. Il y a eu cet abandon. Et puis sur le Tour de France, on a bien senti que c'était pas forcément prévu qu'il joue le général du Tour de France. Ça ne veut pas dire que c'était pas prévu qu'il fasse le Tour de France, mais c'était pas prévu qu'il joue le général. Et on a bien senti que sur la 3e semaine, il était un petit peu sur les rotules. Romain Bardet, que c'est un petit peu compliqué. Mais après, il fait une saison tout à fait constructive et honorable. Donc voilà, c'est pour ça que je le mets 4e. On passe tout de suite au podium. Premier coureur sur le podium à la 3e place, médaille de bronze de ce classement, de mon classement des coureurs français de l'année 2022, Arnaud Démare, le sprinter français, 3 nouvelles étapes sur le Tour d'Italie. Il remporte un 2e maillot cyclamen sur cette course, mais il a également une nouvelle fois remporté Paris-Tour, 2e de Paris-Bourges, 2e de Tour de Vendée, vainqueur du Grand Prix d'Isberg, 7e de Paris-Chauny, 2e de la Primus Classique, 2e de Druy van Kers Overijse, 2e des championnats d'Europe, vainqueur d'une étape sur le Tour de Pologne, vainqueur du classement par points du Tour de Pologne, vainqueur d'une étape sur la route d'Occitanie, 6e des championnats de France, donc maillot cyclamen sur le Tour d'Italie avec 3 victoires d'étape. Également 6e de la Bruges de Pantour, 10e de Gambé-Guelgem et de Milan-San Remo, 2e également de l'étape 3 du Tirreno Adriatico, 3 top 10 sur l'UAE Tour et une 5e place sur l'étape 2 du Tour de la Provence, 66 jours de course, énormément de victoires. Il est désormais à 91 victoires à son palmarès, Arnaud Démare. C'est pas une surprise. La surprise, c'était même... On en avait un peu parlé en début de saison d'Arnaud Démare. C'était presque un début de saison un petit peu timoré pour Arnaud Démare. Je crois qu'on en avait parlé plusieurs fois en début de saison, si je me rappelle un petit peu des vidéos de début de saison que j'ai faites. C'était il y a déjà 7-8 mois. Je crois me souvenir d'avoir dit peut-être 2 ou 3 fois, dire je suis un petit peu inquiet avant le Tour d'Italie parce que je trouve que ces résultats sont pas si exceptionnels que ça. Et puis sur le Tour d'Italie, ça a été costaud, quoi. Hein. Ça a été costaud. Il laisse pas grand-chose à ses adversaires. Il a été vraiment très bon au niveau de la gestion du maillot cyclamen. Moi, je trouve que ça a été vraiment intéressant ce qu'a fait Arnaud. Et puis voilà, 91 victoires. Il a un magnifique palmarès quand on regarde. Il lui manque qu'une étape sur la Vuelta. Il lui manque peut-être le maillot vert sur le Tour de France. Ça sera peut-être l'année prochaine, qui sait, pour Arnaud Démare. Et puis, il a su construire un collectif autour de lui. Et ce qui est aussi fort avec Arnaud Démare, c'est qu'il arrive à se débrouiller maintenant. Avant, c'était un coureur qui avait vraiment besoin d'un train et qui n'aimait pas que des éléments bougent dans son train. C'était un vrai problème pour Arnaud Démare. On l'a vu notamment sa victoire sur le Tour de Pologne, où il se débrouille complètement seul. Et ça, c'est un coureur qui déjà a pris de l'expérience, mais c'est un coureur qui est en confiance. Pareil, du côté des championnats d'Europe, il doit composer avec les sélectionnés de Thomas Voeckler, et il prend une belle 2e place derrière Jakobsen. Autant vous dire, peut-être le sprinter qui a été l'un des plus performants cette saison. Moi, j'ai toujours eu un sentiment particulier avec Arnaud Démare, parce que je trouve que c'est un coureur qui est un petit peu sous-estimé en France par rapport à son palmarès. C'est-à-dire, c'est un coureur qui, souvent on dit oui, dans les sprinters, si je vous demande une liste des 10 meilleurs sprinters internationaux, vous n'allez pas me sortir Arnaud Démare, peut-être. Alors que moi, je trouve que c'est un sprinter
qui est là quand même depuis 10 ans, qui n'a pas fait souvent des mauvaises saisons, Arnaud Démare. C'est-à-dire il arrive toujours à claquer au moins 5-6 victoires par an. Quand il arrive à claquer des victoires de prestige, l'année 2020 d'Arnaud Démare était exceptionnelle. 2021 était un peu plus compliqué, mais il finit très fort 2021. Et puis 2022, je trouve qu'il a été très régulier, très constant. Et il fait partie des meilleurs sprinteurs du monde aujourd'hui. Il est dans le top 5, top 6 des meilleurs sprinteurs du monde. C'est peut-être pas le plus fort intrinsèquement, mais je trouve qu'il utilise à 100% ses qualités physiques. Ce qui n'est pas le cas de tous les sprinteurs. Je trouve qu'il se rate assez... Enfin, il se rate pas, Arnaud Démare. Souvent, il est battu par plus fort que lui. Quand il fait deuxième, à un moment, c'est Arnaud Delis. Arnaud Delis est plus fort. Sur le Tour de Vendée, bon, Brian Cocard joue très bien le coup ce jour-là. Il est très bon ce jour-là. Mais quand il est fort, il se fait rarement battre quand même. Hein. Quand il est au top, Arnaud Démare, il se rate rarement. Et ça, je trouve que ça montre les qualités qu'a ce coureur Arnaud Démare. On passe tout de suite à la deuxième place. Deuxième place de ce classement, c'est David Gaudu, encore un Groupama FDJ dans ce classement, avec le coureur qui a pris la 4e place du dernier Tour de France, mais qui a fait une saison vraiment d'un très très bon niveau. Alors très ramassé, 56 jours de course, mais sur ces 56 jours de course, vous avez une 5e place quand même sur le Tour de l'Algarve. Vous avez donc cette 4e place sur le Tour de France. Vous avez cette 5e place sur le Grand Prix cycliste de Montréal. Malgré tout, pourquoi il n'est pas premier? Déjà parce que vous avez un coureur qui a fait un peu mieux et un peu plus constant sur toute la saison. Il manque peut-être quelques petites choses. Il y a eu cette déconvenue sur le critérium du Dauphiné libéré, ça c'est clair et net. Il y a eu également cette mauvaise performance du côté de Paris-Nice. Pour ceux qui s'en souviennent, où ça a été compliqué pour le Français également sur Paris-Nice, où il n'était pas vraiment dans le coup pendant cette semaine de compétition. Il y a eu également sur ce Tour de France, il était quand même un ton en dessous des meilleurs. De la bagarre des deux meilleurs, mais même de Geraint Thomas, c'était un petit ton en dessous, même si je trouve qu'il a été très constant dans ses résultats pendant ce Tour de France. Mais il a enfin confirmé sur un grand tour son potentiel. C'était un peu ce qu'on reprochait à David Gaudu. On nous disait oui, c'est une pépite, mais le Tour de France 2021, il finit 11e. Ça n'avait pas été incroyable, il n'avait pas des jambes exceptionnelles. 13e du Tour de France 2019, mais là aussi, on attend d'un coureur qui est une pépite de rentrer dans le top 10. Sur la Vuelta, il avait fait 8e, mais sur une Vuelta vraiment atypique en 2020, qui avait eu lieu très tard dans la saison, qui était raccourci et où il avait très mal débuté la compétition, et c'était grâce à ses échappées qu'il était revenu dans le match. Donc moi, vous savez, j'en avais beaucoup parlé, cette Vuelta 2020, je l'avais trouvé un petit peu mitigé, et puis 2021, son Tour de France, moi je ne l'avais pas aimé, son Tour de France, et je l'avais mis plusieurs fois dans les bonnets d'âne, pour plusieurs raisons, il faut le dire. C'est pour ça que ça me fait marrer quand on me dit que je critique que les coureurs, que je critique jamais les coureurs français. Bon, peut-être pas le cas avec David Gaudu. Cette année, je trouve qu'il a été vraiment pas mauvais. Pas mauvais parce que il a réussi enfin à confirmer notamment sa victoire d'étape sur le Dauphiné. Il a également été performant sur le Tour de France. Je trouve qu'il a été vraiment bon sur ses objectifs. Il avait des objectifs qui étaient ciblés. Il a été bon. Alors oui, sur le Dauphiné, il se plante le dernier jour. Peut-être un coup de chaud, vu les températures qu'il faisait sur le Dauphiné, vu les températures qu'on a eues en juin, juillet, août. Mais il fait aussi 5e de Montréal. En tentant de partir dans le final. Je trouve qu'il est aussi, il a pris de l'expérience, il se connaît un peu mieux.
Je pense que le Tour de France va lui apporter énormément pour les années à venir, où il aura une meilleure connaissance de ses qualités physiques, de ses capacités physiques. Ça va être très intéressant à l'avenir pour l'année prochaine. On le verra même quel grand tour il va faire l'année prochaine, parce que c'est pas encore. Est-ce qu'on le verra sur le Tour de France? Est-ce qu'on le verra sur le Tour d'Italie, le Tour d'Espagne? On verra ça peut-être un peu plus tard cette saison. Avant de passer au vainqueur de ce classement, un bon vainqueur de ce classement, on va faire quelques mentions honorables. Mais déjà, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Dans ces mentions honorables, on va voir un petit peu tous les coureurs pêle-mêle qui ont fait des bonnes saisons. Je commence avec Hugo Hofstetter. Pourquoi il n'est pas dans le top 10, Hugo Hofstetter? Il est à la limite, hein, vraiment, Hugo Hofstetter. Il lui manque une grosse victoire. Le Tobron-Léon, même si c'est une belle course, ce n'est pas suffisant, mais il a été très présent dans les top 10. Énormément de top 10 cette année pour Hugo Hofstetter à 28 ans, qui a passé... Enfin voilà, il s'en est vraiment très bien sorti. On ne savait pas comment ça allait se passer, de passer d'Israël, de revenir en France. Eh bien, ça s'est bien passé pour Hugo Hofstetter. J'ai mis également Guillaume Martin. Guillaume Martin, en fait, sa saison, elle est très bonne. Pourquoi il n'est pas dans le top 10? Ce sont les grands tours qui le pénalisent. Que ça soit son Tour de France où il abandonne pour cause de Covid, mais surtout le Tour d'Italie où il m'a déçu sur le Tour d'Italie, Guillaume Martin, mais sinon il fait une saison très intéressante. Lui aussi il était en bordure de top 10, mais j'ai voulu mettre Mathieu Burgodeau, j'ai voulu mettre également des nouveaux noms, donc c'est pour ça qu'il n'est pas dans ce top 10. Voilà, c'est pas indécent de croire que j'ai été méchant avec Guillaume Martin. Julien Alaphilippe, c'est une saison de merde pour Julien Alaphilippe, mais si on prend les critères Julien Alaphilippe, si on a des critères un peu plus classiques, on va dire, en France, une victoire sur le Tour du Pays Basque, une victoire sur le Tour de Wallonie, c'est pas top pour du Julien Alaphilippe, mais c'est pas non plus catastrophique si on compare avec d'autres coureurs. Deuxième du Tour de la Provence également, point un coureur français, parmi les meilleurs coureurs français, il fait partie de cette catégorie-là, même si son année n'a pas été bonne. Axel Zinglet, 3 victoires pour cette saison pour Axel Zinglet, pour un coureur qui fait sa première saison complète chez les professionnels après 2 années où il a été stagiaire chez Cofidis et chez Nippo. C'est vraiment excellent ce qu'a réalisé Axel Zinglet. Notamment victoire sur la Famenne Ardennes Classique, ou la Famenne Ardennes Classique, c'est peut-être plutôt comme ça que ça se dit. Vainqueur également de la première attaque de l'Arctic Race of Norway, et vraiment ils perdent la gagne pour une bêtise sur cette course-là. Et puis également vainqueur de la route Adélie de Vitré, où il avait été impressionnant dans des conditions climatiques difficiles pour la route Adélie qui s'était déroulée un 1er avril, et il avait également fait 7e de l'étape numéro 2 du Saudi Tour, donc je trouve vraiment une bonne saison. Deuxième également du circuit de Wallonie, qui est une course importante en Belgique. Voilà, ça a été très intéressant la saison pour une première année chez les professionnels. Je trouve qu'elle est vraiment tout à fait réussie. J'ai mis également Jason Tesson. Vous savez que ça fait partie des coureurs que j'apprécie. Jason Tesson, 2 victoires cette année sur des grandes courses, et puis 2 autres victoires sur des courses un peu plus mineures. Il a été vainqueur d'une étape des 4 jours de Dunkerque, d'une étape des boucles de la Mayenne, 2 étapes également de la Ronde de l'Oise, 3e du général de cette course. 7e également d'une étape des 4 jours de Dunkerque, 2 fois 2e sur l'étape 1 et sur l'étape 3 du Tour des 4 jours de Dunkerque, 4e de Cholet-Pays de la Loire, 3e du Grand Prix de la ville de Lilliers. Voilà, il a été vraiment intéressant cette saison. Il mérite totalement d'aller chez Total. Moi j'avais été surpris même qu'il ne soit pas déjà en cette année 2022 dans une équipe de 2e division ou même World Tour. Donc là voilà, il va être dans une belle formation Total Energy qui va lui permettre de progresser. Est-ce qu'il sera dans le train de Peter Sagan? Est-ce qu'on lui laissera jouer sa carte? Je rappelle que l'année prochaine Total a 3 invitations sur les 3 grands tours. Après, sur le Tour d'Italie, peut-être qu'on essaiera de trouver un accord financier avec les organisateurs pour ne pas participer à cette course.
ce qui peut arriver plusieurs fois, mais voilà, on aura peut-être besoin d'un coureur comme Jason Tesson pour lancer les sprints, ou pourquoi pas jouer sa carte personnelle sur des courses en France, notamment sur les Coupes de France. Warren Barguil, là aussi, je l'ai mis dans mes mentions honorables. Bah, là aussi, deux victoires d'étape cette année, enfin deux victoires, pardon, cette année, une sur Tirreno Adriatico, une sur le Grand Prix Miguel Indurain. Énormément de top 10 pour un coureur qui s'est transformé en coureur de classique. Dommage son Tour de France, dommage également peut-être une deuxième partie de saison un peu moins bonne que la première, quoique il y a quand même deux top 10 sur Montréal et Québec, 13e du Grand Prix de la Bretagne classique, pardon, Grand Prix de Wallonie 10e également, 12e du Tour de Lombardie. Il a manqué un petit truc en fait pour qu'il soit dans ce top 10. C'est bien de faire des classements réguliers dans les top 10, mais j'aurais aimé une victoire d'étape sur une grande course cet été, et il m'a manqué ça du côté de Warren Barguil. Et puis Benjamin Thomas également qui est dans ces mentions honorables. Il y a eu des bons résultats certes, mais pas suffisamment bon pour entrer pour moi dans ce top 10. Voilà, il est un petit peu un cran en dessous de ces autres coureurs-là, mais il a été bon sur la piste, hein, ça n'enlève rien le talent qu'a Benjamin Thomas, mais en termes de résultats, j'ai décidé que c'était un peu en dessous des autres coureurs que nous avons cités dans ce top 10. Et puis Hugo Page également. Belle révélation, Hugo Page, 21 ans, qui était dans l'équipe continentale Groupama FDJ en 2020-2021, qui est passé chez Intermarché. C'est pas toujours facile d'aller dans une équipe étrangère, mais ça s'est bien passé pour lui. 3e de Binche, Chiné Binche, 5e de la Fanen Ardennes Classique, où les Français ont été performants. Voilà, et puis deux top 5 sur le critérium du Dauphiné, 7e également d'une étape du Tour de Pologne. Donc voilà, je trouve qu'il y a eu des bons résultats. 5e des classiques de la classique Loire-Atlantique, aussi 5e de la dernière étape du Tour de Man. Donc voilà, des très très bons résultats pour Hugo Page à 21 ans. On passe désormais au vainqueur de ce classement. Attaque de Marlou. Et il veut passer à la télé celui-là. Le vainqueur de ce classement, c'est Christophe Laporte. Christophe Laporte qui remporte, et je dirais qu'il le remporte quand même avec une petite marge, ce classement, car il a été très présent pendant toute la saison, car on est tous d'accord pour dire qu'il a franchi encore un cap chez Jumbo-Visma, mais le talent était déjà là chez Cofidis. Comme je l'avais dit plusieurs fois quand j'avais fait notamment la présentation en 2021 ou en 2020, je ne sais plus, de la Cofidis, où j'avais dit le problème du côté de Christophe Laporte, c'était en 2021, lors de la présentation de la Cofidis en 2021, où j'avais dit le problème c'est qu'on ne lui donne pas assez les clés du camion à Christophe Laporte. Et bien là, ça a été le cas chez Jumbo. Et puis vainqueur d'une étape sur le Tour de France, vainqueur du Tour de Danemark, vice-champion du monde, vainqueur de Binche, Chiné Binche, également deuxième de Gambé-Guelghem, deuxième du GPO 3, 9e du Tour des Flandres, 8e de Kurn-Boxel-Kurn, vainqueur d'une étape sur Paris-Nice. Et il a également eu un rôle important, que ça soit auprès de Primoz Roglic, que ça soit auprès de Jonas Vingegaard en tant qu'équipier. Il a vraiment été omniprésent dans les épreuves World Tour. Christophe Laporte, il a été très bon. Voilà, il a été très bon cette année, le coureur français. Voilà, avec des victoires, avec des performances de haut niveau. Je pense notamment, il ne gagne pas à Kurn-Bruxelles-Kurn, mais il fait quand même un sacré numéro. Il gagne à Binche-Chiné-Binche en sortant à 15 bornes de l'arrivée. Voilà, il a été très très bon. Et puis un rôle d'équipier également, il s'est sacrifié, que ça soit pour Wout van Aert, que ça soit pour Roglic, que ça soit pour Vingegaard. Donc voilà, ça a été une excellente saison de la part de Christophe Laporte, ponctuée par cette place de vice-champion du monde derrière Remco Evenepoel notamment, et cette victoire sur le Tour du Danemark. Le bilan du cyclisme français en 2022, c'est que je trouve que c'est un bilan qui est tout à fait honorable, tout à fait correct de la part de la France au niveau du cyclisme international, malgré le fait qu'on n'ait pas eu peut-être une autre star à son plein niveau. C'est vrai que Julien Lafilippe a une saison compliquée. Eh bien, on a vu des nouvelles têtes, beaucoup de jeunes arrivés. Ça, c'est très intéressant parce que je n'ai pas non plus parlé d'Axel Laurence, par exemple, parmi les jeunes coureurs qui ont été performants cette année.
Et puis on a des coureurs entre 28 et 30 ans, 31, 32 on va dire, qui sont à leur top niveau en ce moment, et notamment sur les classiques. Je trouve qu'on a une très très belle génération qui s'exprime. Et puis sur les grands tours, l'arrivée de David Gaudu à son meilleur niveau, Romain Bardet qui est très performant, le retour de Thibaut Pinot. Je trouve que la France est très intéressante. Et puis je parle même pas d'Elénie Martinez, des Romain Grégoire, des Eddy de 8-12 qui sont chez les juniors ou chez les espoirs et qui sont extrêmement prometteurs également. Donc je trouve que le cyclisme français se porte bien en 2022, mais ça va peut-être être encore mieux dans les années à venir pour le cyclisme français. Et puis on voit que la formation, je trouve que le progresse, que le travail des équipes, notamment amateurs, et des équipes, des formations espoirs progressent. On pense notamment à Bastien Trochon également. Donc je trouve que voilà, le cyclisme français a connu une période de crise. On en a tous été convaincus à une époque, je dirais entre 2005 et 2012, ça a été très compliqué. Et là, on est dans une excellente période, je trouve, pour le cyclisme français. Et c'est très satisfaisant quand on est supporter, quand on est français, de voir le niveau qu'ont les jeunes coureurs. Mais en même temps, quand on voit le niveau des jeunes coureurs français, mais on voit le niveau des jeunes coureurs français, mais quand on voit Ayuso du côté de l'Espagne, quand on voit Arnaud Delis du côté de la Belgique, on voit qu'il y a un vivier chez les jeunes qui est assez formidable. Il faudra juste que ces jeunes ne se cassent pas les dents. J'ai pas parlé non plus de Valentin Ferron, par exemple, qui a été également intéressant, notamment sur le Dauphiné. Donc voilà, on a une équipe qui vraiment est très très intéressante. Ces dernières, on a une nation vraiment qui est en forme ces dernières années et c'est très intéressant et très intéressant. Je n'en dirai pas plus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu et puis nous on se retrouve donc pour de nouveaux top 10 en cette fin de saison. Allez, ciao ciao.